Bonjour et bienvenue à bord de l'Exploris One. Et à bord de l'Exploris One, je suis en compagnie d'un grand invité, Sébastien Copeland. Sébastien, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Sébastien, explorateur des pôles et un explorateur des pôles qui connaît particulièrement l'Arctique. L'Arctique, on en revient justement, le Groenland. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'exploration polaire en Arctique en ce moment? L'exploration polaire en Arctique en ce moment est très dynamique parce qu'elle se transforme, principalement sur la banquise évidemment, à cause des dimensions climatiques qui affligent cette région. Toujours extraordinaire d'être en Arctique, c'est un endroit, contrairement à l'Antarctique qui est exotique, très lointain, c'est hyper dynamique, quoi. Il y a des paysages qui sont très variés. On est sur la côte est, on revient de la côte est du Groenland, là, donc très spectaculaire à ce niveau-là. Et puis une faune aussi qui est très intéressante, très excitante, les ours évidemment. Et toi qui la fréquentes depuis 30 ans, depuis 3 décennies, une zone qui a beaucoup et qui est en train de beaucoup changer, quels sont maintenant tes messages par rapport à ton rôle d'explorateur en Arctique? L'Arctique a toujours été fascinant, d'abord grâce à Jack London quand j'étais adolescent. Et j'ai depuis l'âge de 12-13 ans le désir de passer dans les bottes de Peary et Hansen quand ils ont atteint le pôle Nord, soi-disant atteint, mais en tout cas ils ont été au plus loin. Et donc c'était un rêve que j'ai réalisé pour la première fois en 2009. Il est très clair que ce rêve aujourd'hui n'est plus accessible dans des conditions qui ressemblent en tout cas à nos anciens. Donc pour les adolescents, les jeunes qui voudraient partir du Canada, partir de la Russie pour atteindre le pôle Nord, ça c'est une mission qui nous a quittés. Et justement, tu es un performeur de l'aventure, un performeur de l'exploration pour éclairer les régions polaires. Aujourd'hui, tu viens de nous le dire, c'est difficile, voire impossible. Alors aujourd'hui, ton message, il est sur quel registre? Il est avant tout environnemental, ton message? Alors, il est très important que ça soit ancré dans quelque chose, une dimension qui va au-delà de l'aventure. Les 3 piliers de ma maison, si tu veux, c'est la science et donc la communication de ce que représentent les changements systémiques et particulièrement dans les régions polaires. Donc ça c'est un. Le deuxième c'est l'aventure évidemment qui permet l'évasion, qui permet un aspect d'évasion aspirationnelle et puis la photo qui est un moyen de transmission qui invite au dialogue. Et justement la photo, image fixe. Il y a aussi les images animées, il y a les films, et donc tu es aussi un passeur, quelqu'un qui veut témoigner. Tout à fait. Écoute, la première dimension pour moi, la photo, c'est égoïste. Ça me permet moi de revisiter des environnements qui ont été, il faut le dire, très difficiles de traverser la banquise sur la mer Arctique. C'est un voyage particulièrement éprouvant, difficile. On prend beaucoup d'images sans vraiment réfléchir. De pouvoir revivre ces images-là, c'est pour moi un moyen de le refaire d'une manière un peu plus, civile. Et ensuite, évidemment, de pouvoir partager ça. Bella, Lilou, tes filles, cette génération, tu as envie de leur dire quoi? C'est aussi pour ça que tu travailles maintenant, c'est pour cette jeune génération, c'est pour Bella, c'est pour Lilou, c'est pour tes filles et toute cette génération qui est dans un monde en pleine mutation? Écoute, je suis ambitieux en effet, mes filles ont 8 et 9 ans. J'espère, j'essaie de les conditionner pour être des guerriers en défense de la nature, c'est certain. C'est la nouvelle génération, elles sont confrontées à des conditions qui sont nettement pires que celles que j'ai pu, moi j'ai 60 ans, donc qui sont nettement pires que celles que j'ai vécues moi. Donc il est impératif d'avoir des communicants et surtout de pouvoir les imprégner dans ce milieu de sorte qu'elles ont un sentiment que ça leur appartient aussi. Je me réveille tous les matins en me pinçant, en me disant est-ce que je vis le rêve que j'ai voulu vivre, est-ce que je suis pas justement en train de rêver. J'ai de la chance. Honnêtement, j'ai eu la chance de pas être centré seulement sur une dimension, on peut le dire. C'est-à-dire que je suis ni le meilleur explorateur au monde, ni le meilleur photographe au monde, ni le meilleur communicant au monde, mais en combinant ces 3 disciplines, ça me permet d'avoir une dimension qui peut inciter la discussion, le débat, l'intérêt, la curiosité. Et à tout notre public francophone, où est-ce qu'on peut te retrouver? Il y a un livre, c'est ça? Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton actualité? Oui, alors je publie mon 6e ouvrage qui sort en octobre, mais il est particulier dans le sens qu'il représente le 3e d'une trilogie qui est un peu mon magnum opus, si tu veux, de 30 ans de voyage polaire. Donc en 2020, j'ai fait un livre sur l'Antarctique, en 2022 sur ce qu'on appelle Polar Explorations, donc c'était derrière les scènes, dans la tente, sur les skis, etc., vraiment plus l'aventure. Et le dernier, c'est sur l'Arctique, avec une préface de Jane Goodall. Le premier, c'était Leonardo
DiCaprio. Le deuxième, c'était mon ami Jim Chen, le montagnard extraordinaire. Et donc, Arctica, Polar Exploration, l'Arctique, ça crée une trilogie comme ça qui représente un petit peu tout mon travail polaire. Et les pôles, les mondes polaires, tes messages, ils nous racontent quoi? Ils nous disent quoi pour aujourd'hui et pour demain finalement? Très simple. Les régions polaires, c'est le canari dans la mine de charbon, c'est-à-dire le premier indicateur des transformations. Ce qu'on dit dans mon milieu, c'est que si tu veux savoir où la Terre va être dans 30 ans, regarde pas plus loin que les régions polaires. On dit ça depuis 30 ans. Donc les transformations, elles sont aujourd'hui, elles sont présentes, elles sont immédiates. C'est une alarme qui est trop forte pour ne pas l'entendre, pour l'ignorer. Et ce blanc, ce froid, cet univers à la fois fascinant, hostile, mortel, c'est ce qui te maintient vivant? C'est quoi ce blanc pour toi? Pour moi, le blanc, c'est une manière à la fois simplement de t'imprégner dans un monde qui n'est pas le nôtre. Donc au niveau de la curiosité, si tu veux savoir ce que le monde était il y a 650 000 ans, quand la Terre était complètement couverte de glace, qu'on appelle le Snowball Earth, en anglais la boule de neige, va en Antarctique, va au milieu du Groenland. Tu auras cette impression-là d'être le premier humain sur une autre planète ou le dernier peut-être sur la nôtre. Le blanc, c'est une toile de peinture où il y a juste une petite tache et c'est toi. Donc te réinventer, te réimaginer, t'introspecter, te questionner, te challenger, etc. Il n'y a rien de tel. T'es totalement isolé, tu es seul souvent ou peut-être avec une autre personne, mais c'est un milieu antagoniste mais silencieux et tellement puissant qu'on a qu'une envie, c'est simplement d'être meilleur. Tu sais, 60 ans en France, c'est pratiquement l'âge de la retraite, mais t'en parais 40. Toi, 60 ans, la suite, les 40 années à venir, là, c'est... Écoute, je continue à faire en gros 2 voyages polaires par an, hein, donc je suis bipolaire, l'Antarctique dans l'été austral et l'Arctique 1 ou 2 fois de temps en temps. Là, c'est ma 2e fois pour cette saison estivale. J'ai transformé un petit peu mes voyages. Mes filles ont 8 et 9 ans. D'être parti pendant 4 mois n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ça me passionne, j'aimerais le faire évidemment, mais j'ai des responsabilités familiales. Je veux pas manquer à mes filles de cette manière-là. Et généralement, je passe 6 semaines, 5, 6, 7 semaines au maximum. Et là, j'ai passé beaucoup de temps avec les chasseurs inuits, donc au plus au nord du Groenland. Depuis plusieurs années, je suis leur parcours. J'ai des chiens, j'ai un traîneau, je suis embedded, comme on dit, avec les chasseurs, pour comprendre la manière dont la socio-économie, la sociologie locale des chasseurs est affectée justement par les transformations climatiques et l'empreinte anthropogénique distante. Justement, ces peuples du Nord, ces peuples des glaces, ils nous apprennent quoi? Ils t'apprennent quoi? Ils nous apprennent qu'il faut écouter la nature. La nature a une voix, il faut amplifier la voix de la nature, il faut la traduire si c'est nécessaire et surtout il faut inviter l'écoute. Et maintenant, dernière question, ton projet le plus fou que tu aurais envie de réaliser, l'indiscrétion que tu vas nous dire, c'est quoi? Je pars cet hiver austral en Antarctique sur le Thwaites Glacier. Le Thwaites Glacier, c'est fait partie du Pine Island système de glaciers en Antarctique Ouest, ce qu'on appelle en anglais le Doomsday Glacier, donc le glacier de menace globale. Pourquoi? Parce qu'il va rehausser le niveau des océans de presque d'1 mètre d'ici la fin du siècle, et surtout parce que quand il disparaît, c'est un bouchon qui se tire pour un système de glaciers beaucoup plus important qui a une incidence d'environ 3 mètres dans les siècles ou 2 siècles à venir. Avec un groupe de chercheurs que je mène, je vais faire un film sur justement les rehaussements des océans. Quels sont les modes à employer pour réduire cette transformation de nos côtes à cause de la glace justement.